En ce moment, on sort d'une période d'élection aux États-Unis et ça a été le moment pour certains médias de parler de division du peuple, de conflits inédits entre deux parties de la population et certains n'ont pas hésité à utiliser le mot-clé de sécession. Pour le coup, le mot sécession, la nation américaine a un rapport privilégié avec ce mot, vu qu'elle en a fait les frais entre 1861 et 1865, durant une guerre qui est la guerre la plus meurtrière de son histoire. Et du coup, je m'étais dit que c'était une bonne idée de revenir sur cet épisode si peu connu en Europe de la guerre de sécession. Il faut dire que la sécession de 1860 a marqué le pays, si bien que certaines des figures confédérées sont honorées par quelques statues dans certaines villes du Sud, ce qui pose une grande confusion dans la direction que doit prendre le devoir de mémoire nationale. Je peux prendre l'exemple de 2023. La statue équestre du général sécessionniste Robert Lee à Charlottesville a été déboulonnée. Elle était là depuis 1924 et a été retirée suite aux protestations antiracistes locales. Là, je parle de confédérés, de sécession, du général Lee, sans même vous présenter tous ces petits mots. C'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. Alors d'abord, la guerre de sécession est peu connue en Europe, et pour cause, elle avait d'autres affaires à gérer au milieu du 19e siècle. La guerre de Crimée, la formation de l'Italie, ou encore la conquête française de la future Indochine. Et pourtant, je pense qu'elle devrait nous intéresser un peu plus, cette guerre en Europe, parce qu'elle a un côté assez romantique finalement. On parle d'une nation qui a été fondée dans la liberté et la paix, et qui finit par se diviser à coups de mousquet pour la définition de leur mode de vie, soit le côté rural, agraire, presque aristocratique, dont le socle est l'esclavage, ou alors le côté industriel, capitaliste, qui lui se fonde sur les droits, la liberté de l'homme et de l'individu. Dans les œuvres artistiques et culturelles américaines qui nous parviennent jusqu'en Europe, la guerre de sécession est peut-être abordée, mais souvent en tant que toile de fond, pour ne pas perdre le public européen, qui n'est pas du tout initié à cette période. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est une guerre qui a lieu dans un pays pourtant fondé sur des principes de paix à l'échelle de tout un continent. Les États-Unis ont effectivement été pensés par les pères fondateurs comme un territoire allant à contre-courant de la vieille Europe belliqueuse et impérialiste. Et surtout, c'est une expérience rarement vue dans l'histoire. Une guerre entre deux États aux mêmes racines et aux mêmes défauts. Le fait d'être le fruit d'une nation neuve. Il faut se rappeler que la Constitution américaine ne date que de 1787, soit de 73 ans lorsque la guerre civile éclate. Le pays est donc encore dans une phase où elle se pose des questions sur ce qu'est être américain et à quelle valeur la nation veut se référer. Cette qualité de nation neuve a son importance, car ces armées ne bénéficient pas de l'expérience des vieilles nations européennes. Ce manque d'ancienneté de la nation américaine se ressent dans l'expérience de ses soldats, dans l'organisation de ses états-majors, dans la manœuvre de ses mobilisés, dans sa politique étrangère, dans la gestion de son intendance. De même, les soldats doivent opérer sur un terrain immense et souvent non maîtrisé. Tout ça va définir le visage de la guerre. Quelque part, la guerre de sécession est très intéressante à étudier, on pourrait même le voir comme une expérience, parce qu'elle met en action des hommes qui ont très peu connu l'expérience du feu, et qui surtout se combattent sur des terrains quasi vierges d'activité humaine. Mais parlons d'abord de la situation américaine avant le début du conflit. Au milieu du 19e siècle, la grande majorité de la population est rurale. Seulement 30% des habitants sont urbains. C'est particulièrement vrai dans le sud, où là, une petite minorité de villes arrive à peine à dépasser les 200 000 habitants. Les forêts et les friches sont encore des obstacles, car les États-Unis n'ont pas encore fini leur grande vague de déboisement, ce qui rend le territoire difficile à traverser avec une armée. Certains États modernes n'existent même pas encore, comme Washington, l'Idaho, le Wyoming ou l'Oklahoma. Les territoires marqués en marron sur la carte sont des territoires sans frontières bien délimitées. Ils appartiennent à l'Union, bien sûr, mais ne sont pas encore organisés en États. Ils ont le statut officiel de territoire. À l'ouest, c'est encore un territoire sauvage, mal connu et peuplé par les autochtones, que sont les Amérindiens. Le Far West comme on se l'imagine en somme. L'économie du Nord est beaucoup plus forte que celle du Sud, car cette partie du pays a opté pour un système productif reposant sur l'industrie. Ce choix économique fait se développer beaucoup de villes au nord, si bien que se forme la Manufacturing Belt, le berceau de l'industrie américaine au nord-est de la région des Grands Lacs. L'économie du Nord connaît alors une dynamique d'exode rural, ce qui accroît la productivité de son industrie naissante et lui fournit de la main-d'œuvre en illimité. Cette industrie justement se développe autour de la Pennsylvanie, notamment à Pittsburgh. C'est notamment là qu'est créé le système américain de manufacture, centré sur le système de standardisation des produits manufacturés et de pièces interchangeables. Le fusil Springfield est un exemple de produit de l'industrie nordiste. La particularité de ce fusil était qu'on pouvait remplacer les pièces usées. Cet atout fut si remarquable que l'arme fut même exportée au Royaume-Uni. Du côté du sud, l'économie est centrée sur la très rentable exploitation de coton.
L'agriculture du Sud pouvait bénéficier des riches terres grasses et riches du sud de l'Alabama et du Mississippi. Toutefois, son système de production repose encore sur l'esclavage au XIXe siècle. Pour nommer cette pratique, les sudistes parlent même d'institution particulière. Pourquoi particulière? Eh bien parce que cette pratique est justifiée par son ancienneté. Enfin, justifiée c'est vite dit, disons que de leur point de vue c'est justifié. L'interdire, ce serait détruire l'économie régionale. De ce fait, l'économie étant construite autour de ça, l'esclavage perdure. Cependant, l'esclavage ne profitait pas réellement à une grande partie de la population sudiste. On pourrait même dire l'inverse. Alors pourquoi se battre pour protéger cette institution particulière? Eh bien en fait, finalement, cet ordre, elle impose une promesse d'ascension sociale. Finalement, acheter un esclave dans le Sud, c'était la promesse de monter l'échelle sociale et de pouvoir avoir un meilleur rang parmi les autres. Ce système funeste était donc bien installé et était source d'ordre dans l'esprit des Américains du Sud. Leur culture était défendue fièrement par les adeptes, prenant une vision très particulière du rêve américain alors que peu de sudistes étaient bénéficiaires de ce système. Les propriétaires d'esclaves formaient une aristocratie sans titre en quelque sorte, vivant dans de fastueux domaines parfois si on en croit certaines œuvres de fiction, mais cette situation ne concernait qu'une extrême minorité dans la minorité. En plus, l'État fédéral ne pouvait même pas interdire l'esclavage, car ce n'était pas de son ressort. C'était finalement au bon vouloir des États de l'interdire ou non. La seule chose que l'État fédéral peut faire pour endiguer l'esclavage, c'est d'empêcher son extension. Car oui, à cette époque-là, l'esclavage s'étend aux États-Unis. Je m'explique. Rappelez-vous de cette affaire des territoires. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ne sont pas encore totalement étendus sur l'ensemble de leurs frontières. Certains États sont encore à créer. Et ce sont autant d'États à venir que de possibles États esclavagistes. Et oui, il faut savoir que la politique que vont impliquer ces futurs États dépendra majoritairement des colons qui s'y seront installés. Or, pendant la transformation des territoires en États, la majorité des colons venaient du Sud. Donc finalement, pour éviter que l'esclavage ne s'étende avec ces colons dans les différents États à venir, est dessinée la ligne Mason-Dixon avec le compromis de Missouri de 1820. Cette ligne imaginaire suit le 36e parallèle et sépare les États pro- et anti-esclavagistes. Pour être plus précis, cet accord ne créait pas la ligne Mason-Dixon, mais la déplace. Celle-ci était déjà dessinée depuis la guerre d'indépendance, mais sur le 39e parallèle. Cette modification affirme le fossé culturel qui sépare Nord et Sud. De fait, excepté le Missouri, aucun État n'est autorisé par la loi fédérale à promulguer l'esclavage au nord de la ligne. Toutefois, comme le Missouri en rejoignant l'Union devient esclavagiste, le compromis établit l'existence de l'État du Maine, abolitionniste, en coupant une partie du Massachusetts. L'équilibre est alors assuré de nouveau entre États pro- et anti-esclavagistes. De ce fait, avec ce compromis, il y a autant d'États représentés au Sénat qui sont pour et contre la pratique de l'esclavage. Car oui, je le précise, mais chaque État, peu importe sa taille ou sa population, est représenté par 2 sénateurs. Leur voix peut alors avoir un impact fort sur la promulgation des lois fédérales. Finalement, on peut dire qu'en voulant endiguer l'extension de l'esclavage au Sud, les États du Nord ont dessiné une frontière culturelle qui préparait déjà la guerre à venir. Les deux économies du pays fonctionnent alors en parallèle, si bien que le Sud ne mise presque exclusivement que sur le coton pour stimuler l'économie locale. L'invention de la fameuse cotton gin, la machine à égrener apparue à la fin du XVIIIe siècle, accélère la production, faisant augmenter la rentabilité de ce marché, et permettait au Sud un quasi-monopole dans le marché du coton. À lui seul, le Sud représentait 75% du marché mondial. Voilà pour ce qui est de l'économie. Maintenant, pour ce qui est de la politique, il faut savoir que les États du Nord sont obligés de cohabiter avec ceux du Sud à la Cour suprême, et ce depuis un bail. Effectivement, on peut parler de cohabitation, car les compromis se multiplient afin que les deux Amériques coexistent sans que l'un ne nuise trop à l'autre. Par exemple, une loi de 1850, adoptée par le Congrès, prévoit que n'importe quel propriétaire d'esclaves en fuite pouvait récupérer les fuyards, peu importe l'État, esclavagiste ou non. Plus d'asile possible pour les esclaves donc. Le propriétaire pouvait faire valoir son droit de propriété, principe cher aux Américains, avec le soutien des juridictions fédérales locales. Cependant, cette loi ne fait pas plaisir aux nordistes, qui voient une acceptation de l'esclavage sur leur sol. Cette bipolarité des États-Unis va plus loin, jusqu'au mythe fondateur. C'est alors l'affirmation de deux visions de l'Amérique bien distinctes sur le plan des valeurs. Le Sud, qui se voit comme la continuité de la vie des pères fondateurs, une société agraire d'ascendance protestante et anglo-saxonne, avec la culture du travail proche de la terre et loin du capitalisme industriel carnassier nordiste. Le Nord, qui se voit loin de la sauvagerie esclavagiste sudiste et qui prône l'individualisme. Comme beaucoup de guerres civiles, le bordel commence à partir d'une crise politique. Et là, on peut noter l'acmé de cette crise politique aux États-Unis en 1854, date de la loi Kansas-Nebraska. Et là, je vais devoir essayer d'être bref.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi Kansas-Nebraska a été adoptée le 30 mai 1854 et a profondément modifié l'équilibre politique des États-Unis en ce qui concerne l'esclavage. Proposée par le sénateur Stephen Douglas, elle avait pour objectif d'organiser les territoires du Kansas et du Nebraska, en leur permettant de décider par eux-mêmes s'ils autoriseraient l'esclavage via un principe appelé la souveraineté populaire. Avant cette loi, la question de l'esclavage dans les nouveaux territoires était régie par, comme je l'avais dit, le compromis du Missouri. Or, la loi Kansas-Nebraska annulait tout simplement ce compromis, permettant ainsi à ces territoires situés au nord de cette ligne de choisir d'adopter ou non l'esclavage. Les anti-esclavagistes au nord commencent à se dire que le sud commence à gaver le monde civilisé avec ses conneries, mais ce n'est que le début des problèmes. Déjà, le grabuge politique sera tel que l'éminent parti Whigs, conservateur, est dissous, à cause des divisions entre partisans et opposants à la loi Kansas-Nebraska. C'est un parti alors extrêmement important qui n'existe plus aujourd'hui. Les anti-esclavagistes ont alors formé le Parti républicain et les pro-esclavagistes ont rejoint le Parti démocrate. Cependant, un autre événement plus déterminant va amener le pays à un carrefour dans son histoire. Les tensions parviennent à un point de non-retour à partir de l'année 1860. Le catalyseur, c'est l'élection du républicain Abraham Lincoln en tant que président de l'Union en novembre 1860. Lincoln est réputé anti-esclavagiste, mais il reste un modéré. Ses deux objectifs principaux sont d'abord d'empêcher l'extension de l'esclavage et de garder l'union des États autour de Washington. C'est la première fois que dans le programme d'un président, on lit l'abolition de l'esclavage. Toutefois, Lincoln n'est pas fou, car il sait que l'abolition ne peut se faire sur le court terme. Son élection assure de mettre pour la première fois en avant une proposition de transition vers l'affranchissement général, pour permettre au pays de tourner la page avec son passé esclavagiste. Il passe donc pour le candidat républicain raisonnable qui pourrait éviter une montée des tensions, en empêchant l'esclavage de s'étendre. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Le problème, c'est que beaucoup de sudistes pensent que la seule manière de garder l'esclavage, c'est qu'elle s'étende sur d'autres économies, donc sur d'autres territoires. Le truc, c'est que pour garder un mode de vie, il s'agit de se séparer de l'Union. Un mode de vie qui n'est plus de la dernière tendance. Un mode de vie qui ne sera pas protégé par l'administration actuellement au pouvoir. Un mode de vie donc qui se sent en danger de mort. Alors, le premier État à se rebeller, c'est la Caroline du Sud, pour qui l'élection de Lincoln passe pour une déclaration de guerre. Le 20 décembre 1860 a lieu une convention en Caroline du Sud, et suite à celle-ci, la Caroline du Sud fait sécession. Respectivement, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas suivent. Les États confédérés des États-Unis sont définitivement formés sous une confédération en avril 61. Bon, à partir de là, je vais préciser 2 points. Le premier concerne le drapeau de la Confédération. Celui-ci n'est pas le drapeau confédéré, c'est le drapeau de guerre de l'armée confédérée. C'est pourquoi il a une forte valeur symbolique de rébellion antifédérale. Ça, c'est le drapeau de la Confédération. Du moins celui du début, car ensuite des étoiles vont s'ajouter au fur et à mesure que les États vont rejoindre le camp rebelle. En tout, il y aura eu 13 étoiles, donc 13 États confédérés. Le deuxième point concerne la distinction entre confédération et fédération. Dans une confédération, le pouvoir central est faible et dépend de l'accord des membres. Les décisions prises par l'entité confédérale nécessitent généralement l'unanimité ou un consensus des membres. Dans une fédération, en revanche, l'État central a un pouvoir fort et autonome, et c'est ce qui exaspère le Sud, qui veut une plus grande autonomie des États. La Confédération a dès 1860 une constitution, calquée sur celle des États-Unis, sauf qu'il y a le DLC esclavage dedans. Leur président est élu et est Jefferson Davis, du Mississippi. Il a une carrière politique bien remplie, car c'est un ancien sénateur et secrétaire à la guerre. Désormais, les deux camps, nord et sud, sont bel et bien séparés. Je précise juste un point de détail qui a son importance, c'est qu'on ne parle pas encore de guerre à ce moment-là. Et ouais, il faut encore attendre un peu avant qu'il y ait une guerre. Du côté du Nord, on pense encore que de nombreux sudistes seraient suffisamment raisonnables pour pousser le gouvernement confédéré à stopper la rébellion. Sauf que c'est une vision bien optimiste, étant donné que le moral confédéré est à peu près à 200%. Le président confédéré Jefferson Davis joue la carte de la cohabitation pacifique, avec la menace de représailles militaires en cas d'agression ou d'empiètement nordiste en territoire confédéré. Mais il ne faut pas se leurrer, car beaucoup savent aussi qu'il ne peut y avoir qu'une seule issue si l'État confédéré tient bon sans flancher durant ses premiers jours d'existence. Du côté du Nord, on ne sait pas trop quoi faire, parce que Lincoln est en train de constituer son gouvernement, et il a été tout fraîchement élu à la Maison Blanche.
Des tentatives de négociation auront quand même lieu, à son initiative, mais ce sera un échec. Ce ne sera pas à cause du manque de diplomatie du Sud d'ailleurs, mais plutôt à cause de l'inflexibilité de Lincoln pour la concession de territoires et de droits spéciaux concernant l'esclavage. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les citoyens de la Confédération réquisitionnent toutes les infrastructures fédérales présentes sur son territoire autoproclamé. C'est dans ce cadre que la guerre va se déclencher. Car si on peut réinvestir un hôtel de ville, un tribunal ou un bureau télégraphique sans problème, c'est une autre histoire lorsque l'on parle de bâtiments militaires. Là, l'Union se sent obligée de réagir. En avril 1861, le Sud, donc la Confédération, veut récupérer le fort Sumter aux mains des unionistes. C'est un fort qui est construit sur une île artificielle et qui menace la baie de Charleston en Caroline du Sud. Le fort date de la doctrine Monroe, visant à protéger les côtes américaines de toute invasion européenne. Le fort est alors une menace pour la protection des côtes confédérées. Donc, le général Beauregard, d'origine française, est envoyé par Davis vers le fort pour demander à la garnison de quitter les lieux. La garnison refuse et Beauregard ordonne le bombardement du fort. Par miracle, aucun soldat n'est tué, mais la guerre est définitivement déclarée. La mobilisation se fait avec la conscription. Chaque État central commande un nombre de soldats minimum auprès de chaque État uni. L'enthousiasme est tel que certains États envoient à leur capitale plus de régiments que prévu. Cependant, ces soldats sont inexpérimentés car recrutés sur le tas. Les seules armées permanentes sont les milices. Prévues par le deuxième amendement, ces milices représentent les armées de chaque État. Toutefois, les miliciens sont peu entraînés et rarement mobilisés. La véritable armée permanente, c'est l'armée fédérale, mais elle est peu nombreuse, environ 20 000 hommes. Et en plus, elle est majoritairement cantonnée à la surveillance de places fortes dans l'Ouest sauvage, dans ces fameux avant-postes qu'on voit dans le western. Le gros des deux armées va se composer de volontaires enthousiastes et nombreux. Ils se comptent en dizaines de milliers dès le début du conflit. La Confédération n'avait même pas besoin de se confectionner un système administratif stable pour gérer le recrutement. Système administratif qu'elle n'aura jamais vraiment en plus. Car les hommes se présentaient d'eux-mêmes pour s'enrôler. Les régiments vont alors se composer aussi vite qu'on trouve des armes aux soldats et des officiers pour les commander. Pour l'armement, même si le Sud n'a pas la capacité industrielle du Nord, il bénéficie de la saisie des arsenaux fédéraux, et en plus il s'improvise un complexe militaro-industriel à la hâte pour ne jamais manquer de rien. Effectivement, le manque de provisions est rapidement avéré pendant la guerre, et dans les deux camps. Cela amène les soldats à vivre sur le pays, c'est-à-dire piller l'espace occupé, ce qui provoque des ravages dans les comtés. C'est par exemple la politique de Sherman qui, vers la fin de la guerre, va saigner le Sud en pillant le territoire sudiste conquis. Cet épisode va rendre Sherman tristement célèbre dans le Sud pour avoir mis le feu à la ville d'Atlanta. C'est d'ailleurs ce même incendie que vous pouvez voir dans Autant n'emporte le vent. Comme quoi le nom de Sherman a marqué les esprits. D'ailleurs, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car c'est aussi le nom que l'armée des États-Unis a donné aux chars de modèle M4 qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale. Bref, le manque de provisions allait être un problème permanent. Tissus, poudre, animaux de trait, cuir, etc. Mais ce qui a toujours cruellement manqué, ce sont les officiers. Les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, avec ses dynasties de militaires de carrière. On tire alors de leur retraite certains généraux, comme Winfield Scott, lieutenant général des armées de l'Union au début de la guerre. Les deux armées pouvaient aussi compter sur les vétérans de la guerre du Mexique, qui a eu lieu 15 ans avant. On peut citer Ulysse Grant, McClellan, Braxton Bragg ou encore Beauregard. Sinon, l'armée pouvait compter sur des jeunes diplômés d'études supérieures, mais ils étaient extrêmement peu. Dans la majorité des cas, les officiers étaient élus par leurs troupes, mais se révélaient souvent dépassés par les événements lors des premiers affrontements. Ils allaient devoir apprendre le métier sur le tas. Quand je parle de métier, j'insiste, la coordination est importante pour concentrer les tirs. On combat encore comme pendant les guerres de Napoléon. Or, les nouvelles réalités de la guerre vont renverser ces tendances et les soldats vont de plus en plus se retrancher, presque comme dans les pires épisodes de la Première Guerre mondiale. D'autre part, il fallait différencier les troupes alliées des troupes ennemies. Au nord, on opte pour les tuniques bleues, et au sud, les tuniques grises des cadets, puis brunes, dites butternut, lorsque le tissu et la teinture manquaient. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les morts par maladie étaient 2 fois plus nombreuses que par blessure, ce qui était souvent le cas dans les guerres de cette époque. Par exemple, la dysenterie et la diarrhée ont fait des ravages au nord avec 1 million de cas recensés, notamment à cause de la mauvaise cuisine. Il y a eu aussi des cas de malaria et de typhoïde à cause de l'eau polluée. Les problèmes sanitaires étaient tels que la maladie pouvait diviser temporairement par 2 les effectifs de certains régiments. Enfin, sur le plan financier, au nord, les soldats étaient payés 13 $ de l'époque, où l'économie de guerre prospérait. Au sud, c'était 11 $ papier, qui ne valait plus rien à la fin de la guerre d'ailleurs.
avec en plus des retards qui se comptaient en semaines. Je dis que ces 11 $ ne valaient plus rien car la Confédération a battu sa propre monnaie et a imprimé ses propres billets 2 mois après sa fondation. D'ailleurs, voici à quoi ça ressemblait. N'étant pas garantie par un stock d'or, cette monnaie a subi une grande inflation. On peut alors dire sans trop de soucis que ce n'est pas l'argent qui a fait tenir les rangs, ni même l'espoir de réchapper du conflit indemne. Ce qui maintient les rangs finalement, c'est la tension. D'un côté, le Sud veut se libérer du joug du Nord, et d'un autre côté, le Nord veut mater une rébellion illégitime. Bon voilà, on en a fini avec les prémices du conflit. C'était un passage important pour moi car il fallait mettre en lumière certains aspects sociaux, militaires et humains de la guerre, afin de mieux la comprendre. Mais promis, la prochaine vidéo parlera plus de baston. Bon, c'est d'ailleurs un euphémisme, hein, j'annonce, parce qu'on va parler que de ça en fait. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Dans la prochaine, donc, on va parler de la guerre en elle-même avec ses différentes phases. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour la prochaine fois, bien sûr, je compte améliorer la qualité du son avec un nouveau micro, et la qualité de l'image avec une nouvelle caméra, mais bon, ça c'est dans les plans, on verra ce que ça va donner, si j'obtiens le matériel à temps, etc. Donc je vous invite à vous abonner, et aussi à me suivre sur Instagram parce que ça m'arrive de poster quelques publications. Et je vous dis à la prochaine.